Le père a installé une caméra et a découvert pourquoi sa fille de 14 ans était toujours épuisée. Cet hiver-là à Los Angeles fut extrêmement froid. Dans l'appartement du 3e étage d'un immeuble ancien, Joseph Walker, technicien en climatisation de 45 ans, s'est retourné sur son lit en fer grinçant. Il fut réveillé en sursaut par une toux sèche et légère provenant de la pièce voisine. Lucy, appela-t-il doucement, mais il n'y eut pas de réponse. Lucy Walker, sa fille de 14 ans, autrefois pleine de vie, semblait désormais n'être plus qu'une coquille d'elle-même. Ses longs cheveux noirs, qu'elle avait l'habitude d'attacher soigneusement chaque matin pour aller à l'école, étaient désormais souvent emmêlés. Ses yeux ronds et brillants, qui ressemblaient tellement à ceux de sa défunte mère Marie, semblaient désormais toujours lassés et pleins de tristesse. Joseph ouvrit la porte et entra, voyant la jeune fille recroquevillée face au mur. Dans la faible lumière provenant du couloir, sa peau était pâle, presque grise. « Ça va ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant au bord de son lit. Lucy hocha simplement la tête sans se retourner. « Je vais bien, papa. Je suis juste fatigué d'avoir beaucoup étudié. » Joseph fronça les sourcils. « Quel genre d'étude fait chuter tes notes comme ça ? Je viens de vérifier ton cahier de notes. » Lucy resta immobile. « Je vais essayer plus fort, dit-elle doucement. » Joseph soupira. Depuis plus d'une semaine maintenant, il sentait que quelque chose n'allait pas. Elle s'est réveillée en sursaut au milieu de la nuit, s'est même assise une fois en criant, pour ensuite se calmer en se tenant la tête. Parfois, elle disait qu'elle était rassasiée après seulement quelques bouchées. Son teint était pâle, ses lèvres sèches et craquelées, et ce regard désespéré dans ses yeux lui brisait le cœur à chaque fois qu'il le voyait. Depuis l'accident de voiture en 2020 qui a coûté la vie à Marie, Joseph était à la fois la mère et le père de Lucy. Il a appris à lui tresser les cheveux, à cuisiner ses nouilles préférées et à boutonner ses chemises tous les matins avant l'école. Autrefois, il pensait qu'il allait plutôt bien, mais maintenant, tout semblait s'effondrer. Le lendemain matin, dans un petit bar de l'est de Los Angeles, Joseph retrouve Thomas, son meilleur ami d'école de métier. « Tu as perdu du poids, Joseph », nota Thomas en versant du café. « Vous perdez toujours le sommeil à cause du travail ?» Joseph posa sa tête dans sa main. « À cause de Lucy, soupira-t-il. Elle a changé. C'est comme si elle était quelqu'un d'autre. » Thomas fronça les sourcils. « Est-ce qu'elle a dit quelque chose ? » Elle dit juste que c'est parce que j'ai trop étudié, mais je n'y crois pas. J'ai vu des bleus sur son poignet une fois. Quand je lui ai demandé, elle a juste ri et secoué la tête. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Tu penses qu'elle est maltraitée ? » Joseph baissa les yeux sur son café sans boire. « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Vraiment peur. » Thomas se pencha en avant et baissa la voix. « Si vous êtes vraiment inquiet, installez des caméras. Je connais un gars, Michael. Il fabrique des systèmes de sécurité pour les bureaux. Il vous suffit d'en avoir une dans le couloir et une dans sa chambre, dans un endroit discret. » Joseph fut surpris. « Tu veux dire l'espionner ? » Non, dit fermement Thomas. « Pas pour la contrôler, pour la protéger. Vous savez à quel point Los Angeles est dangereuse de nos jours. » Cette nuit-là, après que Lucy soit partie en cours et qu'elle ne soit pas encore rentrée à la maison, Joseph a pris le kit appareil photo que Michael lui avait personnellement livré. Avec précaution, il a installé une caméra en hauteur dans le couloir menant à sa chambre et une autre cachée dans un luminaire au-dessus de son lit. Il ne se sentait plus coupable. Il n'avait pas honte d'avoir envahi la vie privée de sa fille. Ce qu'il ressentait à la place, c'était une panique croissante, comme une marée lui écrasant la poitrine. Vers 1h du matin, il était encore éveillé. Lucy était rentrée à la maison, avait mangé un dîner froid en silence comme d'habitude et était entrée dans sa chambre en fermant la porte sans un mot. À 2h10 du matin, Joseph s'est réveillé en sursaut à cause d'un léger bruit. Il entra dans le couloir. C'était vide. La porte de Lucy était fermée. En appuyant son oreille dessus, il entendit un léger clic, comme le bruit d'un loquet de fenêtre. Il retourna dans sa chambre et ouvrit l'application de surveillance sur son téléphone. Les images en noir et blanc ont été chargées. Lucy, vêtue d'un sweat à capuche noire, les cheveux attachés en arrière, ouvrit doucement la fenêtre et sortit sur le balcon. Il vérifia l'heure. Il était 1h48 du matin. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-il en serrant les poings. Quelques minutes plus tard, une silhouette vêtue d'une veste noire et d'un casque de moto est apparue, attendant à côté d'une moto.
Lucie a couru, a grimpé sur le dos et les deux ont disparu dans la nuit. Joseph ne pouvait plus respirer. Il s'effondra sur le sol, les mains tremblantes. Le lendemain matin, lorsque Lucie rentra chez elle vers 5 heures du matin, il fit semblant de dormir. À l'intérieur, son esprit bouillonnait de questions. Qui était cet homme? Où est-elle allée? Que faisait-elle? Pourquoi ses poignets étaient-ils meurtris? Pourquoi ses yeux semblaient-ils si désespérés? Il examina à nouveau les données de la caméra. Au cours des 30 derniers jours, le même comportement s'est répété 22 fois. Ce soir-là, Joseph était assis en face de Lucie pour le dîner. « Où es-tu allé à 1h48 du matin hier soir ?» demanda-t-il doucement. Lucie leva les yeux, surprise. « Papa, de quoi tu parles? Je t'ai vu sortir par la fenêtre. J'ai installé une caméra. » Elle laissa tomber ses baguettes, le visage pâle. « Tu m'espionnes? » Oui, parce que j'ai peur, dit Joseph, la voix brisée. J'ai déjà perdu ta mère. Je ne veux pas te perdre aussi. Lucie fondit en larmes, mais ne dit toujours rien. Elle se couvrit seulement le visage et secoua la tête. Elle traverse quelque chose, a déclaré M. Raymond, le voisin du rez-de-chaussée et agent de sécurité à la retraite, après que Joseph lui ait brièvement expliqué la situation. Je l'ai vu rentrer tard, les yeux tout rouges, marchant d'un pas chancelant. Joseph resta silencieux. Raymond soupira. Mais écoute, ne pousse pas trop fort. La fille a déjà mal. Cette nuit-là, Joseph était allongé à côté de son téléphone, les yeux grands ouverts, le cœur comme une mer agitée. Une partie de lui voulait enfoncer la porte de Lucie et exiger des réponses, mais une autre partie, plus forte, l'avertissait, si tu fais ça mal, tu la perdras pour toujours. 2 jours plus tard, alors que Lucie était à l'école, Joseph était assis dans le salon, les yeux fixés sur son ordinateur portable. Il ouvrait chaque clip vidéo enregistré, les mains tremblantes. À 1h48, Lucie s'est à nouveau glissée par la fenêtre, vêtue de sa veste noire. Un homme portant un masque attendait à côté de la moto. Elle grimpa, le serra dans ses bras et les deux disparurent dans l'obscurité de Los Angeles. Joseph marmonna en serrant les dents, « Qui diable est-ce » Il a avancé rapidement. À 4h27, la moto est revenue. Lucie s'éloigna en chancelant, s'appuyant contre le mur. Une ecchymose violette foncée était visible sur son poignet gauche. Elle a déverrouillé la porte du balcon, est entrée dans sa chambre et s'est effondrée sur le sol avant de se glisser dans le lit. Joseph se figea. Les images lui transpercèrent le cœur comme un poignard. Pas question. Elle n'a que 14 ans. Il ouvrit le dossier du mois dernier. Chaque fois que Lucie s'est faufilée entre 1h30 et 2h du matin, cela correspondait parfaitement. Un total de 22 fois. Incapable d'en supporter davantage, Joseph se leva et frappa la table avec sa main. Il a attrapé son téléphone et a appelé, « Thomas, c'est moi. J'ai encore besoin de ton aide. Je dois découvrir qui est ce type. J'ai besoin de tout savoir. » « Calme-toi, » dit Thomas à l'autre bout du fil. « Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? » Elle ne fait pas que s'enfuir. Quelqu'un l'emmène. Et quand elle revient, elle est couverte de bleu. J'ai une vidéo. J'ai besoin de la vérité, Thomas. Très bien. Très bien. Écoute. Je connais Lewis, un détective privé. Il était flic. Je vais te donner son numéro. Mais Joseph, ne fais rien d'imprudent, d'accord? Je ne peux pas rester ici alors que quelqu'un pourrait faire du mal à ma fille. Ce soir-là, quand Lucie rentra à la maison, Joseph essaya de garder un ton neutre. As-tu déjà dîné? Ouais, j'ai mangé un sandwich à l'école. Et si je t'emmenais à l'école demain? Lucie secoua la tête. Pas besoin. J'y vais avec un ami. Quel ami? Elle fit une pause. Laura, ma camarade de classe de mathématiques. Joseph hocha la tête mais ne quitta pas son visage des yeux. Cette nuit-là, il a visionné une autre vidéo. Dans l'une d'elles, Lucie s'est assise sur son lit, a ouvert son téléphone et a écouté un message vocal avec des écouteurs. Il ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais ensuite, Lucie enfouit son visage dans un oreiller et pleura doucement. Il regarda l'écran, les lèvres si serrées qu'elles saignaient. Le lendemain matin, Joseph rencontra Lewis,
le détective privé que Thomas avait recommandé, dans un café d'East Hollywood. Lewis, âgé d'environ 50 ans, avait une silhouette svelte et un visage froid et pierreux. « Vous avez dit que vous aviez une vidéo. »« Montrez-moi » a-t-il dit. Joseph ouvrit son ordinateur portable. Lewis a regardé le clip de Lucy se faufilant, montant sur la moto et revenant avec des bleus. Au bout de 5 minutes, il acquiesça. Assez pour éveiller les soupçons. Je commencerai à suivre l'itinéraire du vélo si vous pouvez me donner des images de la zone située sous le balcon. J'ai tout. De quoi d'autre as-tu besoin? Demanda Joseph. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un nom, d'un visage et de lieux communs. Une fois que je les aurai, je vous ferai savoir dans quoi votre fille est entraînée. Combien de temps? S'enquit Joseph. Donnez-moi une semaine. Mais Lewis le regardait droit dans les yeux. Si la vérité est pire que ce à quoi vous vous attendez, êtes-vous prêt à y faire face? Joseph serra les poings. J'ai perdu ma femme. Je ne peux pas perdre ma fille aussi. 3 jours plus tard, Lewis a appelé, l'urgence dans la voix. Tu es libre? Viens avec moi ce soir. Je les ai suivis 3 nuits, mais tu dois être préparé. Cette nuit-là, les deux portaient des masques et des casquettes de baseball, suivant tranquillement la moto noire avec la plaque la 325 GXC. Le vélo s'est arrêté devant un petit bar avec une pancarte rouge, le Red Garden Bar. Lewis murmura, cet endroit est connu pour les hommes d'âge moyen. Il y a un point de contrôle à l'entrée. Je viendrai après toi. Faites comme si j'étais un habitué. Entrez naturellement. N'éveillez pas de soupçons. Joseph déglutit difficilement. Il franchit la porte en bois rouge, accueilli par des lumières jaunes vacillantes et une forte odeur d'alcool et de fumée. Un grand homme chauve d'une 40aine d'années le regardait. « Vous avez un rendez-vous » il a demandé. « Je suis le gars de James. J'ai dit que cet endroit avait une bonne ambiance. » L'homme le regarda un instant, puis acquiesça. « Asseyez-vous là-bas. » Joseph entra tranquillement. À l'intérieur, une musique forte résonnait sous des lumières criardes. Des jeunes filles en uniformes étriqués allaient de table en table, servant des boissons et offrant des sourires forcés. Puis, il a vu Lucy. Elle gardait la tête baissée, tenant une bouteille d'alcool, versant un verre à un homme d'âge moyen dont le visage rouge et les mots confus glaçaient le sang de Joseph. « Allez, chérie. Fais-moi un sourire. Qui t'a appris à froncer les sourcils comme ça ?» Lucy eut l'air nerveuse et recula d'un pas. L'homme éclata de rire et lui tira violemment la manche. Surpris, elle laissa tomber la bouteille d'alcool. Le bruit fracassant a gelé toute la pièce pendant quelques secondes. Immédiatement, un gros homme chauve vêtu d'une chemise blanche est sorti en trompe de derrière le bar et s'est précipité vers Lucy. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» il a crié. Lucy baissa la tête. « Je suis désolé, Laurence. » Une autre fille murmura à l'oreille de Joseph en passant devant lui. « C'est le manager ici. Jouez avec lui, et vous ne vous en sortirez pas vivant. » Laurence regarda Joseph comme s'il sentait son regard. Il s'approcha et se plaça entre Lucy et Joseph, plissant les yeux. « Nouveau ici? Vous m'avez l'air familier. » Je vérifiais justement l'endroit. « Ça a l'air animé, » dit Joseph, essayant de rester calme. « Si vous ne faites que regarder, faites attention où vont vos yeux. C'est un endroit discret. Nous n'aimons pas que les gens nous regardent. » Laurence ricana, puis se détourna. Lucy a été tirée dans les coulisses par une autre fille. Avant de disparaître, elle aperçut Joseph. Son expression était un mélange de choc, de peur et de chagrin. Joseph détourna le visage, les mains si serrées que ses ongles brisèrent la peau de ses paumes. Lewis s'est approché d'un autre coin, faisant semblant de commander une bière. « Sortez. Ne le laissez pas se souvenir de votre visage. » Dehors, Joseph s'appuya contre le mur, le visage pâle. Lewis tira une bouffée de sa cigarette, gardant le silence. Finalement, il parla. « Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Elle n'y est pas allée toute seule. Mais si l'affaire fait l'objet d'une enquête, il prétendra que votre fille a consenti. Les lois actuelles ne protègent pas les jeunes de 14 ans à moins qu'il n'y ait des preuves claires de coercition. » Joseph ferma les yeux et murmura, « Je dois sauver ma fille, quoi qu'il en coûte. » 2 jours plus tard, Joseph n'est pas allé travailler. Il s'est déclaré malade pour son quart de travail de maintenance au centre médical Saint-Mariès. En vérité,
il n'avait pas dormi de la nuit. Les mêmes images revenaient sans cesse dans son esprit, les yeux effrayés de Lucie, sa main meurtrie, les menaces de Laurence et l'horrible vérité. Sa fille servait à boire à des hommes adultes dans un bar secret. Il s'est assis dans une petite cuisine et a rejoué la vidéo. Chaque fois qu'il regardait, il avait l'impression que ses entrailles étaient déchirées. Lucie n'a jamais mérité rien de tout ça. À minuit 45 précise, il a enfilé son ancienne veste, une casquette de baseball et un masque. Il a glissé dans sa chemise une mini-caméra montée sur la poitrine, fournie par Lewis. Il a également apporté un petit couteau, non pas pour s'en servir, mais pour se le rappeler. Cette fois, il n'y a pas eu de recul. Sur l'écran de son téléphone, il surveillait Lucie alors qu'elle se préparait à quitter sa chambre. À 1h41 du matin, elle remonta par la fenêtre et redescendit tranquillement. Joseph se tenait sous la cage d'escalier de l'immeuble, le cœur battant. Le même jeune homme masqué est venu chercher Lucie sur cette moto familière. Merde, c'est lui, grogna Joseph. Il le suivit tranquillement, prenant le bus de nuit. Grâce au suivi GPS de Lewis, Joseph connaissait l'itinéraire habituel emprunté par la moto. Cela allait bientôt virer à East Hollywood, où des dizaines de bars dissimulaient des opérations illégales toute la nuit. À 2h12 du matin, Joseph se tenait en face du Red Garden Bar, la lumière rouge du néon brillant faiblement sur l'enseigne. Il marmonna, juste une fois. Je n'ai besoin d'en être témoin qu'une seule fois. Lorsqu'il entra, une musique forte retentit immédiatement dans ses oreilles. L'air empestait la fumée et le vin bon marché. La pièce était sombre, seules quelques tables étaient encore occupées. Des jeunes filles en jupe courte rouge et au blanc se déplaçaient comme de tristes marionnettes. Lucie se tenait près du comptoir du bar, le visage nu, les yeux sans vie. Un homme d'une cinquantaine d'années était assis à côté d'elle, tenant un verre de vin, parlant et riant. « Allez, chérie. Ne fronce pas les sourcils comme ça. Fais-moi un sourire et je te donnerai $5. » Lucie tenait la bouteille et lui versait à boire, les yeux détournés. L'homme posa sa main sur sa taille. Lucie tressaillit légèrement. « J'ai entendu dire que tu étais nouveau ici. Les nouvelles filles sont toujours les plus savoureuses. » Un léger tintement. Joseph serra les poings, les yeux flamboyants de rage. Une fille d'environ 16 ans aux cheveux bouclés brun rougeâtre s'est approchée de Joseph. « Première fois ici, elle a demandé. Je m'appelle Martha. »« Ouais, pour la première fois. Tu veux choisir quelqu'un ? Je peux t'emmener à un stand privé. » Joseph serra les dents. La fille dans le coin. « Comment s'appelle-t-elle » Martha jeta un coup d'œil, puis secoua la tête. « Ne vous mêlez pas d'elle. Laurence l'a enfermée toute la nuit hier pour avoir refusé un client. »« Quoi ?» Martha se pencha plus près et murmura, « Elle s'appelle Lucie. Elle a l'air jeune mais coriace. Pourtant, après suffisamment de menaces, elle est aussi apprivoisée qu'un chiot. » Des menaces ? Le manager installe des caméras, les enregistre au service des clients, puis menace de divulguer les images en ligne. Cela arrive à tout le monde. Le monde de Joseph a tourné. Il se tourna pour s'approcher de Lucie, mais Laurence apparut de nulle part, lui bloquant le chemin avec un ricanement. « Ça t'intéresse toujours, hein ? Y a-t-il un problème ? » Non. Elle avait juste l'air familière. Rien n'est familier ici. Une seule règle. Pas de questions, pas de regard, pas de contact à moins de payer. Joseph déglutit difficilement et recula. Il se força à rester calme. Il lui fallait de la patience. Il devait capturer cela. À 2h43 du matin, un homme aux cheveux poivre et sel en costume est entré. Il a fait un signe de tête à Laurence, puis a montré Lucie. Lucie s'avança, se forçant à sourire alors qu'elle lui versait un verre. Mais quand il lui murmura à l'oreille, son visage pâlit et elle recula instinctivement. Il attrapa son poignet et se pencha plus près. « J'ai déjà payé. Je ne veux pas le faire. J'appellerai Laurence. » Lucie tremblait, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne sers que des boissons. Ce n'est pas vous qui fixez les règles ici. » Il la tira pour qu'elle s'assoie à côté de lui. Sa main remonta jusqu'à sa cuisse. Joseph se leva de son siège, serrant fermement la caméra pectorale. Il sortit du bar en titubant, à bout de souffle. Un serveur d'une trentaine d'années est passé par là. Voyant Joseph trébucher, il demanda « Besoin d'eau »
Joseph se redressa. Laissez-moi vous demander quelque chose. Cet endroit est-il agréé? L'homme le regarda et renifla. Les licences ici servent à s'essuyer la bouche. Joseph sortit du bar rouge du jardin comme un homme en train de se noyer. Dehors, une légère bruine tombait. Lewis attendait déjà dans la voiture, la portière ouverte. Vous l'avez filmé? Il a demandé. Oui. Visage clair, son clair. Joseph hocha la tête. Bien. Mais ne le confiez pas encore aux flics. Si Laurence a des relations, ils enterreront les preuves. Joseph ne dit rien. Ses dents serraient, ses lèvres saignaient. Je dois sauver ma fille. Même si cela me tue. Le lendemain matin, alors que Lucie prenait son petit déjeuner, elle ne dit rien. Joseph garda un ton naturel. As-tu bien dormi la nuit dernière? C'était bon, répondit Lucie, les yeux fixés sur son porridge à queue. Je dois travailler tard ce soir. Système de climatisation de la nouvelle entreprise. Je rentrerai tard. Lucie hocha la tête, sans offrir de réponse. Elle se dirigea vers sa chambre et Joseph entendit le cliquetis de la serrure. Il se tourna vers Thomas qui se tenait dans le couloir, le visage tendu. Regarde-moi, Joseph. Ce n'est plus seulement ton affaire privée. Je sais. Vous avez besoin de la presse. Quelqu'un de crédible. Les flics n'agiront pas. Sans la pression du public, personne ne se soucie des enfants exploités. Vous connaissez quelqu'un de digne de confiance? Thomas resta silencieux pendant un moment, puis dit, Claire Morgan, journaliste d'investigation pour El Dario. C'est elle qui a révélé ce réseau de bars pour mineurs à El Paso. Elle a fait tomber toute la chaîne. Joseph hocha la tête. Donnez-moi son numéro. Il serra le poing. Dans son esprit résonnait la voix de Lucie d'autrefois, son rire innocent par un après-midi de printemps. Papa, tu sais quoi? Je veux être un artiste. Je veux peindre le monde entier. Maintenant, elle n'osait même plus se dessiner. Le lendemain après-midi, Joseph s'est assis au Sunlight Alley Café à Boy Heights, où il avait donné rendez-vous à Lewis. Sur la table se trouvait une enveloppe marron contenant le dossier que le détective avait constitué au cours de jours de surveillance et d'enquête. Lewis fit glisser l'enveloppe sur la table, les yeux fixés sur son café. Son nom est Evan Grant, 19 ans. Il a abandonné ses études à 16 ans. Il a été arrêté une fois pour avoir attiré un adolescent de 13 ans à Tucson. Il a été libéré parce que sa famille a engagé un avocat qui a supprimé les preuves. Mais sa réputation est dégueulasse. Joseph ouvrit le dossier, les mains tremblantes. Des photos imprimées floues sont apparues. Evan avec de longs cheveux bruns, portant des boucles d'oreilles, un air rusé sur le visage alors qu'il se tenait près de la gare Union, où passaient de nombreux étudiants. Il s'est approché de Lucie juste à la sortie 4, a poursuivi Lewis. Son truc habituel, faire semblant de lâcher une partition, agir comme un artiste en difficulté qui a dû abandonner le violon pour s'occuper de sa mère malade. Joseph expira brusquement, la voix amère. Le stratagème classique de la pitié. Lewis hocha la tête. J'ai un enregistrement audio de lui parlant gentiment à une autre fille, un faux charme. Ensuite, il l'enfonce progressivement dans ce fantasme de lien spécial. Une fois que Lucie lui a fait confiance, il a raconté qu'il avait une dette de $10 000 et a dit qu'il serait battu à mort s'il ne payait pas. Joseph serra fermement le dossier. Et ma fille pense qu'elle sauve son petit ami. Lewis posa une main sur son épaule et parla doucement. C'est un parasite. Il s'attaque aux filles sans père, sans mère ou à celles qui ont subi un traumatisme. Votre fille a perdu sa mère et elle est sensible. Il a vu une opportunité. Joseph grogna. Si je mets la main sur lui. Lewis l'a interrompu. Le tuer est facile. Mais Lucie perdrait tout. Au lieu de cela, vous avez besoin de preuves. Un plan solide. Cette nuit-là, Joseph était assis seul dans sa chambre, la lueur de l'écran de son téléphone projetant des ombres sur son visage décharné. Il ouvrit l'enregistrement audio que Lewis lui avait donné. La voix de Lucie résonnait dans l'appareil. Lucie, je suis désolé, mais si je n'ai pas d'argent, ils me tueront. Tu ne l'auras pas. Tu vis toujours avec ton père. Mais moi, tu es tout ce que j'ai. Je ferai n'importe quoi. Je ne veux pas te perdre. Il y a cet endroit. C'est un travail facile. Juste servir des boissons,
écouter de la musique. Tu pourrais vraiment m'aider. Juste quelques semaines. Joseph ferma les yeux. La voix de sa fille dans l'enregistrement était aussi fragile qu'une feuille. Je te fais confiance. Je vais essayer. Quelque chose se brisa dans sa poitrine. Il se sentait mourir en morceaux. Le lendemain, Thomas se présente chez Joseph avec un journal à la main. Avez-vous vu ça? Il jeta le papier sur la table. Evan était attaché à une station de musique underground du centre-ville de Los Angeles. Les flics en ont arrêté une, mais il a pu s'en sortir faute de preuves. C'est un foutu serpent. Joseph grogna entre ses dents. Je le veux en vidéo. Je le veux en vidéo en train d'accepter de l'argent. Je vais l'appâter moi-même. Thomas hésita. Tu es sûr que ce n'est pas trop dangereux? Dangereux, c'est la laisser continuer à y retourner. Dangereux, c'est se réveiller tous les jours sans savoir si ma fille est encore en vie. Cette nuit-là, Joseph a quitté la maison dans une tenue différente. Il portait un long manteau, des lunettes et un mini-appareil photo épinglé sur le bouton de sa chemise. Lewis avait positionné une voiture de surveillance près du bar rouge du jardin. À l'intérieur, Evan discutait et riait avec Laurence au comptoir. Il portait une veste en cuir, fumait une cigarette, arrogant. Joseph s'est assis à une table voisine et a placé un appareil d'enregistrement sur la chaise à côté de lui. Tu as dit que cette fille était vraiment obéissante? Demanda Laurence en regardant autour de lui. C'est du gâteau. Elle a pleuré hier soir quand je lui ai dit que j'allais arrêter. Pensez Y. Une petite fille en mal d'amour. Il n'y a rien de plus facile à contrôler. Laurence se moqua et sortit une enveloppe. Mais rappelez-vous, ne la laissez pas parler. Si la presse se présente, j'effacerai tout et je vous mettrai tout sur le dos. Détends-toi. Je lui ai dit. Je dois une dette à la mafia. Elle a peur qu'il me tue. Les mains de Joseph tremblaient autour de son verre, la fureur le parcourant. Un serveur nommé Samuel, un Colombien que Joseph avait vu la nuit précédente, est passé par là et a murmuré « Faites attention. Laurence a quelqu'un qui surveille l'entrée. Toute personne suspecte disparaît. » Joseph hocha légèrement la tête. « Merci. Je ferai attention. » Tu es son père, n'est-ce pas? Demanda Samuel, la voix tremblante. Oui, ma sœur a été trompée par quelqu'un comme Evan. Elle a failli se suicider. Si vous avez besoin d'un témoin, je témoignerai. Joseph était vaincu. Il hocha la tête. Quel est ton nom? Samuel Morgan. Ma sœur s'appelle Paige. Je vais t'aider. Sur le chemin du retour, Joseph a réécouté l'enregistrement. Les voix d'Evan et Laurence résonnaient dans l'obscurité. Ce ton désinvolte, cette impudeur, ce plaisir de souffrir comme un enfant glaça le sang de Joseph. Quand il rentra à la maison, Lucie dormait déjà. Joseph se tenait silencieusement devant sa porte. À travers la fente, il pouvait la voir recroquevillée, serrant un oreiller dans ses bras, les yeux bien fermés. Ses manuels scolaires étaient ouverts sur le bureau, l'écriture manuscrite s'arrêtant au milieu d'une phrase. Il murmura entre ses dents serrées, « Je te sauverai. Même si je dois réduire ces démons en cendres. » Le lendemain matin, Joseph rencontra de nouveau Lewis et lui remit toutes les données nouvellement enregistrées. Lewis l'a examiné et a murmuré, « Cela suffit. Nous avons des aveux indirects, des images de lui en train de prendre de l'argent et un témoin potentiel. Et maintenant? Nous ne pouvons pas aller directement au tribunal. Les flics vont l'enterrer. Nous avons besoin de la presse. Nous devons le rendre public. Assez fort pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. Claire Morgan? Oui. Je l'ai contactée. Elle a accepté de te rencontrer demain soir. Joseph hocha la tête. Le feu dans ses yeux n'était pas de l'espoir. C'était une tempête prête à éclater. Cet après-midi-là, quand Lucie rentra de l'école, Joseph attendait déjà à la porte. Son visage ne montrait aucune colère, aucune interrogation, juste une immobilité tranquille comme un lac avant un orage. Lucie ôta ses chaussures, accrocha son sac à dos et se dirigea silencieusement vers la cuisine. « As-tu mangé » demanda Joseph en versant de l'eau. « Non, monsieur. » Sa voix était rauque et fatiguée. Il plaça le verre devant elle et s'assit. « Peux-tu être honnête avec moi » Lucie se figea. « À propos de quoi »
Je sais que tu n'y es pas allé volontairement. Je sais que Laurence a des caméras. Je sais qu'ils ont utilisé les images pour te menacer. Je sais que tu as peur. Elle commença à trembler, les lèvres serrées. Quelques instants plus tard, les larmes coulèrent et sa voix se brisa. S'ils publiaient cette vidéo, je ne survivrais pas. Quand l'ont-ils filmé? Le premier soir. Je pensais que je servais juste des boissons, mais un homme m'a touché. J'ai essayé de le repousser. Ensuite, j'ai été traîné dans une pièce. Je ne me souviens pas de tout, juste des lumières rouges et d'une caméra. Joseph serra les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Ils ont fait ça à une fille de 14 ans. Laurence a dit que si je parlais, la vidéo irait à l'école, serait mise en ligne. Maman aurait honte si elle était en vie. Tu perdrais ton emploi. Ils nous tueraient tous les deux. Personne n'a le droit de te détruire comme ça, Lucie. Lucie enfouit son visage dans ses mains en sanglotant. Je suis désolé. Je voulais juste aider Evan. Je te fais confiance. Tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. Le lendemain matin, Joseph a rencontré Lewis, apportant une clé USB contenant les clips de sécurité les plus clairs montrant Lucie quittant la maison la nuit et revenant avec des bleus. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Lewis en tenant une tasse de café noir fort. « Donnez-le à la police. » Lewis fronça les sourcils. « Je vous avais prévenu, sans la pression du public, la police n'agira pas. Je dois essayer. S'ils l'ignorent, au moins j'aurai une raison de les dénoncer plus tard. » Le commissariat de police local se trouvait sur Jefferson Avenue. L'officier de service était une jeune femme nommée Teresa Reed, âgée d'une trentaine d'années, vêtue d'un uniforme soigné et ayant l'air calme d'une employée administrative. « Quel crime signalez-vous » a-t-elle demandé après avoir parcouru le rapport initial. « Exploitation mineure, chantage via l'enregistrement, travail forcé. » Teresa hocha la tête et tapa. Nom de la victime, Lucie Walker, 14 ans. Ma fille. Nom des suspects? Laurence, propriétaire du Red Garden Bar, et Evan Grant, celui qui l'a attiré. Thérèse fit une pause. Lucie vit avec toi. Oui. A-t-elle clairement déclaré qu'elle avait été forcée? Joseph serra les poings. Elle est traumatisée, mais j'ai une vidéo d'elle s'enfuyant la nuit, revenant meurtrie et terrifiée. Il lui tendit la clé USB. Teresa l'a branchée, a parcouru les images, puis a secoué la tête. Monsieur Walker, en vertu de la loi américaine, à partir de 14 ans, à moins qu'il n'y ait des preuves claires de coercition, nous ne pouvons pas poursuivre pour exploitation. Quoi? N'est-ce pas suffisant? Une vidéo la montrant meurtrie, se faufilant la nuit avec un homme qui a l'habitude d'attirer des mineurs. Je comprends votre inquiétude, mais il n'y a aucun acte criminel explicite filmé. La jeune fille n'a pas porté d'accusation formelle. Aucune séquence de coercition ni aucune preuve du chantage que vous avez décrit. Il a menacé de divulguer la vidéo. Si ma fille s'exprime, ils la détruiront. Thérèse haussa les épaules. Nous ne pouvons pas agir sur la base d'hypothèses. Si vous disposez des images réelles enregistrées par Laurence, soumettez-les. Je n'ai pas ça. Laurence l'a. Il l'utilise pour faire chanter ma fille. Alors je suis désolé. Nous ne pouvons pas ouvrir une enquête sur la base de déclarations indirectes. Joseph se leva d'un bond, la voix basse et tremblante. Donc, si un enfant est secrètement filmé en train d'être maltraité, la police attend simplement que cela soit mis en ligne avant d'agir? Teresa a répondu froidement, « Je suis le protocole. Si vous rassemblez plus de preuves, revenez. » Lewis a entraîné Joseph dehors. Alors que la porte se refermait derrière eux, Joseph frappa violemment le mur. Des salopards en uniforme qui ne font que citer des règlements comme des robots. Lewis soupira. Je vous l'ai dit, ils ne lèveront pas le petit doigt sans la pression du public. Ce système existe pour protéger les puissants et pour briser des parents comme vous. Je ne vais pas m'asseoir tranquillement. Cette nuit-là, Joseph rentra chez lui et trouva Lucie recroquevillée dans un coin de sa chambre, serrant son oreiller dans ses bras, les yeux vides. Il s'assit à côté d'elle. Je suis désolé. Je suis allé voir la police. Lucie n'a pas réagi. Ils ont refusé. Ils ont dit que vous aviez consenti. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Une jeune de 14 ans ne mérite pas de protection à moins qu'elle ne crie à l'aide. Une larme coula sur la joue de Lucie.
Donc, c'est moi qui suis en faute. Non, tu es une victime. Tu es ma fille. Lucie murmura, papa, si je n'existais pas, les choses seraient plus faciles. Joseph haleta, la prenant dans ses bras. Ne dis pas ça. Jamais. Tu es la raison pour laquelle je respire encore. Lucie murmura, tu me détesteras si tu sais ce que j'ai fait. Non, je déteste seulement ceux qui t'ont fait souffrir. Cette nuit-là, après que Lucie se soit endormie, Joseph s'est assis à son bureau, passant en revue chaque clip, chaque audio, chaque note. Il commença à élaborer un plan dans sa tête. La police n'agirait pas. Alors il le ferait, avec tout ce qui lui restait. Cette nuit-là, une légère pluie est tombée sur Los Angeles, entraînant avec elle une humidité glaciale qui s'est infiltrée à travers chaque fissure et chaque encadrement de porte. L'horloge indiquait 2h17. Joseph ne parvenait pas à dormir. Il était assis dans le salon et repassait des dizaines de vidéos enregistrées. Ses yeux étaient injectés de sang et brûlants. Chaque fois qu'il voyait Lucie quitter silencieusement la maison en pleine nuit, son cœur se brisait à nouveau. Soudain, le bruit de l'eau courante vint de la salle de bain. Ce n'était pas bruyant, mais c'était inhabituel. Joseph fronça les sourcils. Lucie ne prenait jamais de douche à cette heure-là. Il se leva et se précipita vers la porte entr'ouverte. Une lumière pâle sortait de la salle de bain. Lorsqu'il l'ouvrit, la scène devant lui coupa le souffle. Lucie était assise par terre, appuyée contre le lavabo. Ses vêtements étaient trempés, ses longs cheveux collés sur son visage. Le robinet coulait toujours, l'eau se mélangeant au sang répandu sur le carrelage. « Lucie !» Joseph a crié, se précipitant pour la tenir. Lucie ouvrit légèrement les yeux en murmurant. « Je suis désolé. Si tu savais ce que j'ai fait, tu me détesterais. » « Non, jamais. » Joseph attrapa une serviette et la pressa fermement contre sa blessure, les mains tremblantes. « Ne dis pas ça. Tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. » Il prit Lucie dans ses bras, son sang tachant ses manches. Il accourut en criant « Au secours ! Que quelqu'un m'aide. Appelez une ambulance. S'il vous plaît. » En bas, Monsieur Raymond, le voisin, entendit le brouhaha et ouvrit sa porte, alarmé. « Mon Dieu, qu'est-il arrivé à la fille? Elle a essayé de se suicider. Je dois l'emmener à l'hôpital maintenant. » Raymond enfila un manteau. « Ma voiture est dans le garage. Partez. » Dans la voiture, Joseph tenait fermement Lucie, lui murmurant encore et encore, « Tout ira bien. Tout ira bien. Je suis là. » Le centre médical Saint-Vincent brillait sous la pluie. Alors que les médecins emmenaient Lucie aux urgences, Joseph a été arrêté dans le couloir. Il est resté figé, couvert de sang, à regarder les portes fermées. Une femme d'âge moyen, les cheveux attachés, en sortit. Son badge indiquait Dr Hélène Monroe. « Es-tu le père de Lucie Walker ?» elle a demandé. « Oui. »« Est-ce qu'elle va bien ?» ?»« Nous avons arrêté le saignement. La coupure était profonde, mais ne mettait pas la vie en danger. Cependant, nous pensons que ce n'était pas sa première tentative. » « Que veux-tu dire ?» ?»« Nous avons trouvé des égratignures plus anciennes sur son poignet droit, probablement dues à des objets pointus. Son état mental est extrêmement fragile. Je recommande que nous transférions Lucie au service psychiatrique pédiatrique pour observation. » Joseph hocha la tête comme une machine. « Faites ce dont elle a besoin, s'il vous plaît. » Peu de temps après, un psychologue est arrivé pour parler avec Joseph. Elle avait la quarantaine, sa voix était calme mais ferme. Elle s'appelait Isabelle Roberts. « M. Walker, je devrais parler avec Lucie en privé plus tard. Mais d'abord, pensez-vous qu'elle a été maltraitée? Pas à la maison. Mais là-bas, il y a des gens qui l'ont détruite. » Joseph a tout raconté. Sa voix se brisa. Ses mains tremblaient. Isabelle ne l'interrompit pas. Elle a simplement écouté. Quand il eut fini, elle hocha la tête. « Je vous crois et j'écrirai un rapport complet. Mais sans action en justice pour le soutenir, ces gens seront libres. Alors, qu'est-ce que je fais? Documentez-le. Chaque menace, chaque paiement, chaque mot, puis rendez-le public. Faites appel à la presse. Lorsque la pression du public est suffisamment forte, la loi finit par écouter. » Ce soir-là, Lucie s'est réveillée.
Ses yeux à peine ouverts, brumeux et fatigués. Joseph était assis à côté de son lit et lui tenait la main. « Je suis là. Peux-tu m'entendre, chérie ?» demanda-t-il doucement. Lucie fit un léger signe de tête. « Pourquoi, bébé? Pourquoi as-tu fait ça ?» La voix de Joseph se brisa alors qu'il parlait. « J'étais fatigué. Je n'en pouvais plus, murmura Lucie. Chaque fois que j'ouvre les yeux, j'ai peur. Chaque fois que je vais à l'école, j'ai honte. J'ai peur que les gens le découvrent, a-t-elle ajouté, la voix tremblante. Personne n'a le droit de te salir. Tu n'as rien fait de mal. Les gens qui t'ont blessé sont ceux qui devraient avoir honte, la rassura Joseph en resserrant sa poigne sur sa main. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Demanda Lucie, les yeux écarquillés de peur. Joseph lui serra doucement la main. J'ai déjà perdu ta mère. Je jure que je ne te perdrai pas non plus. Le lendemain, Joseph s'est rendu dans une pharmacie proche de l'hôpital, à la recherche de matériel d'enregistrement caché. L'homme derrière le comptoir, portant des lunettes, s'appelait Victor Nelson. Après avoir entendu une brève explication, Victor sortit une petite pochette. Il s'agit d'une caméra bouton. La HD enregistre sur une carte mémoire. Micro intégré. Elle peut enregistrer jusqu'à 3 heures, a expliqué Victor. Je vais en prendre 2, dit Joseph d'une voix ferme. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Victor, les yeux plissés. Je vais affronter Laurence. Je vais tout enregistrer. Chaque menace, chaque paiement. Je ne laisserai pas ma fille mourir pour rien. Victor s'arrêta un instant, puis parla doucement. J'ai eu une sœur qui est morte de quelque chose de similaire. Si tu as besoin d'autre chose, viens me voir. Cette nuit-là, Joseph a soigneusement coupé et cousu les caméras sur 2 boutons de sa chemise. Il s'est entraîné à parler, à ajuster les angles et à tester l'audio. Pendant tout ce temps, l'image de Lucie sur le sol de la salle de bain le hantait où le sang et l'eau se répandaient comme une blessure qui ne guérirait pas. Lewis a appelé. Tu es sûr de vouloir en finir avec ça, il a demandé. Je n'ai pas le choix, répondit Joseph. Faites attention. Laurence a des yeux partout. S'il te soupçonne, au moins je mourrai en tant que père qui n'a pas reculé. Lewis fit une pause. J'attendrai dehors. Un signal? J'entre. À 2 heures du matin, Joseph entra dans le Red Garden Bar, bougeant comme n'importe quel autre client. Laurence était assis au bar, riant avec un homme blond à côté de lui. Joseph prit une table à proximité et appuya sur le bouton d'enregistrement. Une bataille pour la vie avait commencé. Le bar était bondé, la musique résonnait. Des lumières rouges clignotaient et des visages dérivaient dans la fumée vide, fatigués, hantés. Joseph restait assis, sa caméra cachée roulant, ses yeux scrutant la foule comme un chasseur guettant sa proie. À 2h11, Laurence a émergé de l'arrière-salle, tenant une enveloppe. Ses yeux étaient glacés. Evan était déjà au bar, faisant tournoyer un verre de vin bon marché, avec un sourire narquois. Joseph frappa à nouveau doucement l'enregistreur audio. L'appareil photo tournait depuis 40 minutes et il restait encore 1 heure à la batterie. Laurence posa l'enveloppe sur la table. 15 équipes, n'est-ce pas? Demanda Laurence, d'une voix basse mais claire. Evan a ri. Il en manque 2, mais j'en ai ajouté un peu plus. Elle a été obéissante. Elle l'a vraiment fait. Laurence ricana. Le vieil homme était aux anges hier soir. Elle n'osait même pas pleurer. Je lui ai donné une menace. Maintenant, elle est comme un chiot. Tu as encore le premier clip? A demandé Evan. Bien sûr. J'ai plusieurs extraits d'elle tremblante lorsque le gars lui touchait la jambe. Chaque seconde, a répondu Laurence. Joseph serra si fort la mâchoire qu'elle eut des spasmes. Sa main agrippa le bord de la table. Laurence jeta un coup d'œil autour de lui. Mais attention. Cette gamine est sur le point de craquer. Je l'ai vue pleurer dans la salle de bain hier soir. Si elle casse, j'effacerai tout. Je disparaîtrai de Los Angeles. Et toi? J'ai une assurance, a déclaré Evan. Si quelqu'un crie, toute sa famille devient de la nourriture pour les tabloïds. Je peux même faire semblant. Dites qu'elle a envoyé les vidéos elle-même. Les gens le croiront instantanément. Joseph trembla.
Cette dernière ligne fut la balle qui brisa le dernier lambeau de sa patience. Il se leva et fit un subtil signe de tête à Lewis, qui était assis dans le coin le plus éloigné, faisant semblant d'être un client. Lewis sortit son téléphone et tapa un message. À ce moment-là, Lucie émergea du fond, un plateau de boisson tremblant dans ses mains. Un homme ventru à la table 5 lui fit signe de venir. « Hé, bébé, viens ici. Montre-moi un sourire. » Lucie se força à sourire, mais c'était tordu et douloureux. L'homme la tira sur ses genoux. Elle se figea, ses yeux suppliants en silence. Joseph a sorti son téléphone et a fait semblant d'appeler quelqu'un. « Ouais, je suis dehors maintenant. Retrouve-moi à la voiture. » Il sortit rapidement et Lewis le suivit un instant plus tard en hochant la tête. « Nous l'avons compris. Vidéo claire. Audio propre. Je dois l'envoyer à Claire. Nous ne pouvons plus attendre. » Le lendemain matin, Joseph a enfilé un manteau gris et s'est rendu au siège de l'Independent Tribune. Il a rencontré Claire Morgan, la célèbre journaliste d'investigation qui avait autrefois ébranlé toute l'administration d'El Paso en dénonçant un réseau de prostitution de mineurs. Claire avait environ 40 ans, avec des cheveux courts et des yeux perçants. Alors qu'il se serrait la main, elle dit « Vous êtes Joseph Walker. Le père de Lucie ? Oui, et je suis prêt à tout te donner. » Joseph a placé 3 clés USB sur la table, ainsi que des photos imprimées de l'appareil photo, des notes sur chaque conversation et un rapport détaillé. Claire a ouvert son ordinateur portable, branché une clé USB et a regardé le premier clip. En moins de 2 minutes, son front se plissa. Ce sont les aveux de Laurence et les images d'Evan acceptant de l'argent. Vous avez une voix, des visages, une heure et un lieu. J'ai besoin que vous les publiez le plus tôt possible. Vous savez à quel point c'est dangereux, n'est-ce pas? Je ne me soucie pas de la sécurité. Je me soucie de garder ma fille en vie. Claire hocha la tête. Je parlerai à la rédaction ce soir. L'article sera publié dans l'édition de lundi matin. Mais? Demanda Joseph. Il y aura des représailles. Ils essaieront de le supprimer. Niez tout. Poursuivez-nous en justice. Vous devez être préparés. Si nécessaire, nous cacherons votre identité et celle de Lucie. Non, dit fermement Joseph. Je veux que les gens sachent. Je suis son père et je ne laisserai pas ma fille être abandonnée. Claire regarda Joseph un long moment, puis dit doucement, tu sais, certaines personnes ne parlent jamais de toute leur vie. Mais toi, en quelques jours, tu as fait trembler tout le système. Je ne veux pas qu'il tremble. Je veux qu'il tombe. Sur le chemin du retour, Joseph s'est arrêté à l'hôpital. Lucie était assise, dessinant dans son cahier. Lorsqu'elle le vit, elle se mordit la lèvre et détourna le regard. Joseph s'assit à côté d'elle et lui prit la main. J'ai soumis toutes les preuves. L'article sortira lundi matin. Lucie serra fermement son cahier, sa voix étant à peine un murmure. Ils le découvriront. Vont-ils punir ces gens? Oui, mais ce qui compte le plus, c'est que tu sois vivant, que tu sois humain. Les larmes coulaient sur les joues de Lucie. Je suis désolé. Ne le fais pas. Tu n'as rien à regretter. Lundi est arrivé, et à la une des principaux journaux américains, le titre disait « Un père dénonce un réseau d'exploitation de mineurs à Los Angeles. Des identités suspectes révélées. » La police ne pouvait plus l'ignorer. Sous la pression du tollé général et des médias, une enquête officielle a été rouverte dans les 24 heures. Les images de la caméra cachée ont été examinées et vérifiées. Le tribunal a émis des mandats d'arrêt d'urgence contre Laurence Martin et Evan Grant, les accusant d'avoir organisé l'exploitation de mineurs, le chantage via des images enregistrées et l'intimidation de témoins. Le Red Garden Bar a été fermé. Lors d'une descente nocturne, la police a découvert 14 jeunes filles de moins de 17 ans forcées de travailler dans des conditions inhumaines. Alors que les menottes froides se refermaient sur les poignets de Laurence, il se retourna et cria à la foule de journalistes. « J'ai des gens qui me soutiennent. Vous le regretterez tous. » Une policière, Teresa Reed, la même qui avait précédemment rejeté le rapport de Joseph, a répondu sévèrement. « Cette fois, tout est au grand jour. C'est vous qui le regretterez. » 3 mois après la révélation de l'affaire Red Garden Bar, le printemps est arrivé tranquillement à Los Angeles, apportant un doux soleil et de douces brises. Joseph a emmené Lucie loin de la ville, loin de la fumée,
de la circulation et des sombres souvenirs qui persistaient à chaque coin de rue. Ils ont déménagé dans un petit village appelé Pine Valley, à environ 60 miles de la capitale, un endroit avec de l'air pur, des chants d'oiseaux tous les matins et des chemins de terre rouge serpentant à travers les champs d'oliviers. Joseph a vendu tous ses vieux outils, laissant derrière lui sa carrière de réparateur de climatiseurs après plus de 20 ans. Le modeste montant d'argent qu'il gagnait en vendant son équipement, combiné à une subvention d'une organisation de protection de l'enfance, était juste suffisant pour que lui et Lucie vivent simplement dans une humble maison louée avec un toit de tuiles rouges et des fenêtres donnant sur les montagnes de San Gabriel. Ce matin-là, Lucie était assise sur le porche, tenant un carnet de croquis vierges. À 14 ans, elle était plus mince qu'avant, mais ses yeux étaient différents. N'étant plus rempli de peur, il gardait un silence calme, signe de guérison. Joseph a sorti 2 tasses de chocolat chaud. « Quel plat spécial cuisinons-nous aujourd'hui » demanda-t-il avec un doux sourire. Lucie leva les yeux, ses lèvres retroussées doucement. « Hier tu as dit poulet sauté aux champignons, mais tu as dit la même chose la veille. » « Eh bien, je m'entraîne toujours. Je dois finir par bien faire les choses. » Lucie rigola, un son que Joseph pensait ne plus jamais entendre. « Papa. »« Oui, chérie. »« As-tu vraiment arrêté d'être réparateur ?»« Oui, j'ai arrêté. Maintenant, je suis chef à plein temps et facteur à temps partiel pour le village. » Lucie posa sa tête sur ses genoux, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis désolé de t'avoir fait autant abandonner. » Joseph posa doucement sa main sur son épaule. « Tu ne m'as rien fait faire. J'ai choisi ceci. Je l'ai fait volontairement, et si je devais recommencer, je choisirais tout à nouveau. » Un après-midi, Lucie s'est dirigée vers son père alors qu'il arrachait les mauvaises herbes dans le petit jardin. « Papa, j'ai encore dessiné quelque chose. » Joseph s'essuya les mains avec son pantalon et lui prit le carnet de croquis. Sur la première page, il y avait un dessin au crayon en noir et blanc, une petite fille assise recroquevillée sous la pluie, les cheveux trempés, les yeux baissés. Au-dessus d'elle se tenait un homme d'âge moyen, légèrement voûté, tenant un parapluie au-dessus d'elle. La pluie ne la touchait plus. En bas, Lucie avait écrit en petites lettres italiques « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Joseph le regarda longuement. Ses yeux sont devenus rouges, mais aucun mot n'est sorti. Lucie baissa la tête. « Ce n'est pas si bon. »« Non, c'est magnifique. La plus belle chose que j'ai jamais vue. Je voulais juste que tu le saches. Je suis reconnaissant. » Joseph hocha doucement la tête, la voix tremblante. « Et tu devrais aussi savoir quelque chose. À partir de maintenant, chaque fois qu'il pleut, je courrai toujours vers toi avec un parapluie. Peu importe où tu es. » Une semaine plus tard, ils ont reçu une lettre de Claire Morgan, la journaliste qui avait contribué à faire connaître l'affaire. Elle y écrivait. « Cher Monsieur Walker, l'enquête est en cours. Lawrence et Evan sont actuellement détenus en attente de procès. Les images que vous avez fournies sont devenues des preuves clés qui ont permis de sauver 14 filles, dont Paige, la sœur de Samuel, l'homme qui a proposé de témoigner. Je voulais juste que vous sachiez que des vies ont été sauvées parce que vous n'avez pas abandonné. » Lucie l'a lu en silence, puis a murmuré, « Papa, ouais. Est-ce vrai que beaucoup de gens ont été sauvés ? » Oui, et l'un d'eux, c'est toi. Lucie ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Pas de sanglots, pas de secousse ou juste une seule goutte claire comme une pluie de printemps tombant doucement sur un vieux toit de tuiles. Quelques semaines plus tard, la docteure Isabelle Roberts est venue nous rendre visite. Elle surveillait Lucie depuis son admission à l'unité psychiatrique. « Elle fait de gros progrès », a déclaré Isabelle à Joseph après leur séance. « Il y a encore des blessures profondes, mais elle n'évite plus les choses comme avant. Et surtout, elle a commencé à raconter des histoires. » Joseph cligna des yeux. « Des histoires sur sa mère, sur l'école, sur les après-midi où vous mangiez des glaces à Echo Park. Et aujourd'hui, elle a parlé de son rêve de devenir artiste. » Joseph sourit. Elle disait ça. Mais tout a été écrasé par les mains de ces monstres. Non, pas écrasé. Juste plié pendant un moment. Et maintenant, ça recommence à se déplier. Lucie est sortie dans le jardin et a vu Isabelle prendre des photos d'un buisson de lavande. Isabelle. Oui, chérie. J'ai fini mon dessin. Tu veux le voir ? Isabelle sourit. J'adorerais. Lucie ouvrit son carnet de croquis et se tourna vers une nouvelle page.
Elle représentait un champ ensoleillé, une petite maison avec des vignes grimpantes vertes et deux personnages debout dans le jardin, un père et une fille. Leurs mains ne se touchaient pas, mais leurs ombres au sol oui. Ce soir-là, Joseph et Lucie marchaient ensemble le long du chemin du village. Les oliviers bruissaient au vent. Au loin, des chèvres paissaient tandis que les cloches tintaient doucement. « Papa, est-ce que tu regrettes d'avoir tout laissé derrière toi à Los Angeles ?» Joseph leva les yeux vers le ciel, où la lumière du soleil pénétrait à travers les feuilles et les rayons dorés. « Je n'ai rien laissé derrière moi. J'ai apporté la seule chose qui comptait. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Toi. » Lucie tenait fermement la main de son père et ne disait rien de plus. Mais ce silence disait tout. À la fin de la journée, dans leur petite chambre, Joseph a soigneusement scotché le dessin du parapluie au mur avec 4 petits morceaux de ruban adhésif. Il n'avait pas besoin de cadre. Ce dessin n'avait pas besoin d'être sophistiqué. Il suffisait de le placer dans le coin le plus sacré de son cœur. Sous la lampe de bureau, la petite phrase brillait doucement, « Merci de ne pas m'abandonner. »